après avoir abordé beaucoup de sujets autour de la science, de la mer, de l'eau plus globalement, de s'être posé la question si on pouvait éviter la guerre de l'eau et le rôle des territoires. La question qu'on va aborder avec nos 4 intervenants, c'est l'océan peut-il retrouver une bonne santé en 2050 ? Alors c'est peut-être une ambition trop grande ou au contraire peut-être qu'on peut effectivement se mettre ceci en objectif totalement réalisable. On va en discuter avec Sylvie Dufour. Bonjour, vous êtes directrice de recherche au CNRS, chargée de mission mer au Muséum national d'histoire naturelle, et vous êtes directrice adjointe de l'Institut de l'océan de l'Alliance Sorbonne Université. À vos côtés, Richard Chamla, bonjour, vous êtes adjoint au maire de Nice et vice-président en charge de la transition écologique de la métropole Nice-Côte d'Azur. Nous avons le plaisir d'accueillir le vice-maire de Kamakura, qui est ville jumelle de Nice, Shuichiro Uchida. Bonjour. Et donc Robert Calcagno, vous êtes directeur général de l'Institut océanographique Fondation Albert Ier, Prince de Monaco. Merci d'être avec nous. Bonjour Laurence, merci. Peut-être encore deux chiffres. Vous savez qu'en économie, on aime bien les chiffres. L'océan absorbe 90% des excès de chaleur et 30% des excès de CO2. Sylvie Dufour, ça fait déjà beaucoup. Est-ce que l'océan peut encore en supporter ? Merci pour votre invitation. Oui, je pense que c'est très important de parler du rôle que joue l'océan actuellement dans ce bilan climatique. Si on l'a vu dans ces 2 journées, il n'y a pratiquement plus personne pour nier le réchauffement climatique dû au gaz à effet de serre. C'est plus récemment qu'on s'est rendu compte de la place que prend l'océan dans ce système. Et effectivement, l'océan, jusqu'à présent, a absorbé 30% de l'excès de CO2 qu'on a produit, une absorption par un double mécanisme, une absorption qu'on peut qualifier de vertueuse, c'est-à-dire l'absorption par les petites algues du phytoplancton qui font de la photosynthèse et puis l'entrée dans les écosystèmes marins, et une absorption plus problématique qui est la dissolution de ce CO2 dans l'océan, produisant une acidification. Donc ça, c'est ce rôle déjà d'absorption de CO2. Et puis, comme vous l'avez dit, on constate qu'il a absorbé plus de 90% de l'excès de chaleur. Ça veut dire que sans l'océan, on serait déjà dans une situation extrêmement plus problématique. Donc jusqu'à présent, l'océan nous a protégés, pas pour un temps infini, et aussi avec des conséquences très importantes sur ses propriétés physiques, de courantologie, et sur sa biodiversité. Alors, le vice-maire de Kamakura va devoir nous quitter en cours de table ronde, donc on va s'adresser à lui. Kamakura a beaucoup, outre le fait d'être ville jumelle de Nice, Kamakura a aussi des caractéristiques très semblables. C'est une ville balnéaire qui est du coup bordée, elle, par l'océan. On sait aussi que le Japon a eu une politique et mène une politique assez forte sur la question des biodéchets et des déchets plastiques. Comment est-ce que vous avez pris ça en main ? Comment ça se concrétise ?はい、ご質問ありがとうございます。ご紹介いただいた通り、ニース市と鎌倉市は姉妹提携都市をしておりまして、聞こえてますかね？ Can you hear the？ 姉妹提携都市をしてまして、57年目に入りました。で、鎌倉は日本で最初に侍が作った政府の最初の首都になりました。ということで、800年を超える歴史があるということでございまして、そういう意味では古いところと新しいところがある、これもまたニースに似てるのかなというふうに思います。そして山があって、海があるというところも非常に似てるのかなと思っています。で、そこで私たちは2018年にですね、私たちのビーチにこのクジラの赤ちゃんが打ち上げられるということがありました。この地域にはないクジラなんですが、このクジラのお腹を開けてみたところ、プラスチックのゴミが胃袋の中にいっぱい入っていました。ということで、我々にとってはやはりこれ海洋の問題、プラスチックの問題というのはもうすぐ目の前に来ていて、これはクジラの赤ちゃんからの警告のワーニングメッセージであるというふうに受け止めまして、いろんな政策を打っているところです。
で国の政策はさまざまあるところですけども、我々は住民生活に近い地方政府でございますので、さまざまな行動変容を、市民の皆さんと取っております。例えばビーチクリーン、海の清掃活動ですね、ゴミの清掃活動、これも、今鎌倉市では日本で一番人が集まって参加するビーチクリーンの活動を行っておりまして、毎年15万人150,000 の人々が集まって、このビーチクリーンをやっております。で、ここでゴミをいろいろ集めると、実は大きなゴミはほとんどなくて、こんなちっちゃなですねマイクロプラスチックばっかりなんですね。で瓶とか缶とかは今はもうあまり落ちてません。こういう本当に小さいやつです。それを、集めて、例えばですね、こういう 3D プリンターを使ってベンチ、椅子作ったりですね、公園のベンチに作ったり、設置したりして、こういうリサイクルをするような活動なんていうのも行っています。他にも、皆さんの行動の中で買い物に行くときは必ずマイバッグを、自分のキャリーバッグをですね持って出かけるですとか、あるいは、海のゴミという問題だけではなくて、川は山につながってますので、山の自治体、川の自治体、こういったのがみんなが集まってですね、一緒になって取り組みをしたりしております。また海の中の環境も良くするために、こういうブルーカーボンですね、これはCO2 を吸収するという政策にもなるわけですけども、一方で豊かな海を作るという意味においてはさまざまな海洋生物がこういったところで生息できる環境ということをしっかり作っていくために活動している、そういったことをさまざま合わせて全て合わせてやっていかないといけないと思っておりまして、我々としては特にそういう人々の生活スタイルの変容や行動様式の変容、こういったところに寄り添って政策活動をしている、そういったところでございます。Alors vous avez mis en place une autre façon de faire qui s'appelle Cool Choice et qui est une façon finalement d'aborder de manière, j'allais dire, presque holistique le sujet de la préservation de la biodiversité et du climat. Quelques mots sur Cool Choice? はい、ありがとうございます。クールチョイスという言葉がありましたけども、我々としては基本的には究極の循環型社会を作りたいというふうに思っています。具体的に言うと、ゴミがもうない社会ですね。価値がなくなったものが、ゴミになるわけですけども、これが誰かの価値になればゴミにならないわけですので、ゴミがない社会というのを作って、この環境問題には特に対応したいというふうに思っております。具体的に言いますと、今公衆スペース、パブリックスペースにはゴミ箱はもう鎌倉市内は置いてません。例外があるんですが、その夏の2ヶ月間だけビーチにはゴミ箱を置いてるんですけれども、後の時期はもう街の中にはゴミ箱はございません。そして、21の種類ごとに分別をして細かくゴミを分けることによって、それぞれが価値を生むような、例えば、リサイクルに素材として使うですとか、こういった形を細かく分けて最終的に廃棄しなければならない、鎌倉の場合は最後は燃やすことになるんですけども、そのゴミを極力減らして最後はゼロにしていくというふうなことを今取り組んでいます。この30年でゴミはもうすでに6割減りまして、今もう4割ぐらいまで減りました。これ最後ゼロまでしたいというふうに思っております。それから、リサイクルという意味ではこれ鎌倉は古い町ですので、物を大事に使うという文化がございます。そういう意味では物を大事に使って、誰かにとって価値のなくなったものは例えば技術によって今のように 3D プリンターを使って新しいものに、新しい価値あるものに変えていく、こういうような形で、アップサイクルをしていくというような形で、地域で出された、ゴミならぬ資源ですね、これをこの地域の中で循環していくということで、最終的にはゴミがない、価値のないものはないというふうな、こういう社会を作っていきたいと思っておりまして、これは一つはこの今の大量消費、大量生産、大量消費のこの社会におけるあり方に対してですね、
我々はその、物心、物と心の両面の、豊かさ、その物だけの豊かさではなくて GDP では測れないようなそういった豊かさを追求していくというような、そういう社会を作りたいというふうなことでさまざまな政策を取り入れておりまして、そういう意味では、この環境問題を通じて、あるいは海洋のゴミの問題を通じて、さまざまこういったものを通じて、新たなみんなが助け合いができるそういうアップサイクル社会、新たな豊かさの挑戦をしていくと、こういうようなことを我々としては取り入れているところでございます。Merci. Monsieur Chemla, Kamakura est une ville jumelle. Est-ce qu'il y a des choses à s'inspirer de ce qui se fait? Est-ce qu'il y a des choses à s'inspirer de ce que fait Kamakura? Bien sûr, hein, sur la politique, en particulier des déchets. Moi, j'ai beaucoup aimé de voir cette notion importante, développée. En fait, une des parties, une des maladies de l'océan, elles viennent de la Terre. On a parlé de la biophysique, on y croit beaucoup. On a vu que le changement climatique a modifié ses composantes physiques à un point extrême. On ne se rend pas compte, je veux ressouligner, et sur Nice-Côte d'Azur, la métropole, on a cette notion-là. Combien l'océan, quand je dis l'océan, bien sûr, vous avez compris, c'est la Méditerranée aussi, combien elle nous sauve, combien elle nous protège, combien elle atténue en fait les impacts du changement climatique, jusqu'au moment où on va voir, et là on comprendra l'erreur. Pour revenir sur le déchet, moi j'ai beaucoup aimé cette notion, le déchet ne doit pas exister. Le mot lui-même, c'est la meilleure, on dit toujours le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas, qu'on apprenne soit à avoir des produits qui arrivent en bout de chaîne et qui ne sont pas un déchet, soit qu'on réutilise. Je vais vous faire un clin d'œil. Moi, j'aurais préféré qu'on ait un tapis vert simple plutôt que du microplastique ici, qui va se transformer en déchet. Le microplastique, c'est vraiment le danger de l'océan. Pourquoi? Je veux juste une petite notion simple, c'est-à-dire que le tout petit plastique, vous savez, aujourd'hui c'est le truc classique, je ne vais pas ouvrir des portes, c'est qu'on fait pipi par semaine, une carte bancaire, qu'elle soit Gold, Master, on fait par semaine. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que le plastique, le microplastique, il transforme sa structure, il augmente son volume, il augmente sa place, et il lui permet de venir fixer des virus, de venir fixer des bactéries. C'est-à-dire que c'est un support avec un volume incroyable. Voilà. Et ça, c'est un danger important, un des dangers. On en reparlera pour l'océan. Et c'est des dangers insidieux. Moi, quand j'ai commencé, je fais un clin d'œil à Robert Calcagno, qui est un outil, qui est à la tête d'un outil exceptionnel, qui est de sensibilisation et d'éducation, qui est le musée de Monaco. On va y venir, oui. J'ai vu, la première chose, c'est que c'est sous cette ligne bleue, il peut se passer n'importe quoi. Comme elle reste belle, elle est jolie. On verra que le bleu, d'ailleurs, c'est pas la couleur de la biodiversité, que c'est le vert, c'est le plus foncé. Mais sous cette ligne bleue, on peut tout jeter. Il y avait même à une époque, et je vous donne l'année 1982, où des scientifiques disaient, je parle sous couvert de Robert Calcagno, le pouvoir immesurable de la possibilité de tout rejeter en mer, qu'elle était capable de tout agglutiner, qu'elle avait un estomac. Vous imaginez l'évolution? 82, on pensait qu'on pouvait tout jeter dans cette mer et qu'elle était capable de digérer. Je ne vous donne pas, bien sûr, le nom des scientifiques ni des publications. Robert Calcagno, il y a effectivement la dimension politique, comme l'a effleuré pour l'instant Richard Chemla, et puis il y a la dimension scientifique, dont on a beaucoup parlé ce matin et hier également. C'est ce que vous faites aussi à l'Institut. Alors on reviendra peut-être plus tard sur le côté éducatif, mais sur le côté scientifique et porter la bonne parole au plus près du citoyen, comme on voit Kamakura, les bénévoles vont sur les plages, voilà, c'est une approche totale. Oui, tout à fait. En fait, depuis plus de 100 ans, l'Institut océanographique, qui a été créé en 1906, a ce rôle de protéger l'océan. Et ça, c'est absolument remarquable qu'il y a plus de 100 ans, le prince Albert Ier, alors c'était l'arrière-grand-père du prince Albert II, qui règne aujourd'hui en principauté de Monaco, était le premier activiste pour la protection de l'océan. Et il faut se rendre compte que nous discutons aujourd'hui, Madame Dufour expliquait très bien le rôle salvateur de l'océan, Richard Chemla et le vice-maire de Kamakura également, mais votre question sur maintenir la santé de l'océan, elle est bien, mais nous, on a presque l'habitude de dire que c'est maintenir les conditions d'habitabilité de notre planète.
la santé de l'océan, bien sûr, c'est important, mais si je regarde, je suis un homme, je fais partie de l'humanité et j'aimerais bien pouvoir continuer à vivre longtemps sur cette planète dans de bonnes conditions. Et c'est ça qui est essentiel. Et c'est ça, par rapport au débat qu'il y a eu lieu juste avant, avec les entreprises. Auparavant, on mettait l'accent sur la production. Maintenant, je pense qu'il faut mettre la priorité et l'action sur maintenir les conditions d'habitabilité de notre planète. Et pour l'océan, les enjeux sont énormes. Aujourd'hui, l'océan représente en matière économique, en poids économique, quelques pourcents de l'activité du monde. Les experts se disputent, mais disons 5% de l'activité du monde. Or, l'océan représente plus que 2 fois toutes les terres émergées. Donc vous vous imaginez que les 8 milliards d'habitants de la planète vont essayer d'exploiter l'océan. Et de fait, la croissance économique de l'océan est très dynamique. Donc ce développement économique va continuer dans le prochain siècle. Et il est essentiel que ce développement se fasse dans des bonnes conditions, je reviens, qui préservent l'habitabilité de notre planète pour l'espèce humaine. Et ça, c'est un enjeu qui est tout à fait considérable. Alors, c'est pas bien parti, parce que Bon, c'est rattrapable peut-être. depuis l'origine, l'homme considère l'océan comme un espace de liberté. Il a bien dit, Richard Chamela, absolument. Oui. Mais aussi un espace de non-droit. En fait, premier arrivé, premier servi. Richard Chamela le disait, on peut mettre toutes nos pollutions dans l'océan, il n'y a aucun problème. Les poissons, on en trouvera autant qu'on le souhaitera. Et ça, c'est faux. J'aimerais vous donner une autre illustration, parce que quelquefois, ça permet l'alimentation de l'espèce humaine est essentielle. En premier lieu, on a envie de manger, on a besoin de manger. Les terres produisent 10 000 millions de tonnes d'alimentation par an. Les océans ne produisent que 200 millions de tonnes, 50 fois moins. Je peux vous assurer que cette proportion va changer au cours du prochain centenaire. Comment va-t-elle changer ? Est-ce qu'on va continuer à pêcher plus de poissons ? Non, ce n'est pas possible et ce serait totalement idiot. Est-ce qu'on va faire de l'aquaculture en élevant des poissons ? On arrive presque déjà aux limites. Et là, je me tournerai vers le vice-maire de Kamakura. Il y a quelque chose qu'il faut développer, c'est la production de végétaux. La production d'algues, la production de plantes végétales qui peuvent nourrir. L'Asie est très en avance. Sur le plan mondial, à peu près 17% des productions d'aliments, c'est des algues. Et l'Occident ne fait rien. Il y a un potentiel pour nourrir l'humanité tout en maintenant la santé de l'océan. Richard Chamela, et après, j'aimerais entendre Sylvie Dufour là-dessus. Et diversifier le choix de ces espèces aussi. On mange toujours les mêmes poissons, on est capable d'aller sur autre chose. Analyser aussi une pêche qui soit responsable. On a tous vu ces images où on jette des millions et des millions de tonnes de poissons dans l'eau, parce que c'est espace-là qu'on doit consommer. Et puis, je veux garder 2 notions. Puis d'abord, une notion de modestie. C'est très compliqué lorsqu'on se dit, c'est pas compliqué. Je prends l'exemple de la morue. Encore une fois, Robert doit le savoir. On a dit, tiens, la morue a disparu, on va la protéger. Ne pêchons plus la morue. Bravo, tout le monde a respecté ce temps. Et on s'est aperçu que les poissons, les bébés morues ne sortaient pas, ne venaient pas, ne ressortaient pas. Qu'est-ce qui s'était passé ? C'est pour ça que c'est la notion d'apprenti sorcier. C'est que l'absence de morue avait laissé développer dans la chaîne alimentaire d'autres poissons qui étaient mangés par les morues. Et ces poissons qui étaient tellement nombreux, ils mangeaient les bébés morues. Et on avait mis un temps fou pour ressortir. C'est cette notion-là qui est importante. C'est important ce que vous dites. Ça veut dire que forcément, protéger, c'est pas forcément tout de suite la bonne solution. D'abord, c'est bien comprendre. C'est pour ça que j'aime beaucoup, je dis, le musée, on y reviendra, de bien comprendre, d'avoir toujours, et Madame à côté, c'est pas le volet scientifique. Ne pas dire n'importe quoi. Et c'est encore un rôle important que fait la métropole Nice-Côte d'Azur en aidant, on en reparlera, en soutenant ces associations qui permettent d'expliquer, de vulgariser. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième, on ne va pas peut-être l'aborder ici, et peut-être hélas, mais je vais juste le donner en filigrane. Ce qui compte d'ailleurs dans un billet de bancaire, c'est le filigrane qui fait sa valeur. C'est ce que nous apporte la beauté, le calme, la super de l'océan, de la mer. Aujourd'hui, de nombreuses thérapeutiques prouvées avec des volets encore une fois scientifiques montrent que le fait d'être au bord de l'eau, le fait de regarder la mer et les vagues,
ont une valeur importante pour notre bonne santé. Et c'est quand même important, Robert l'a bien signé, notre bonne santé. Ne regardons pas l'océan. Tout à l'heure, j'ai aimé, on a parlé qu'il n'y avait pas que le PIB. Ne regardons pas l'océan comme une valeur économique, point. Je serais peut-être le seul à le dire, j'aimerais bien être relayé. L'océan, c'est aussi de la beauté, de la poésie, ce qui fait l'homme. L'homme avec un grand H sur notre planète. Ce n'est pas simplement des multiplications et des divisions. Sylvie Dufour, il a dit beaucoup de choses là, Richard Schembla. Je suis tout à fait d'accord. J'ai tout à fait dans votre sens. Et pour cet exemple de la morue, la conclusion n'est pas qu'il ne faut pas protéger. La conclusion est qu'on avait atteint un point de non-retour et que quand on a décidé de protéger, il était trop tard. Déjà trop tard. Donc c'est ça qu'il faut faire très attention de ne pas atteindre des points de non-retour, de se servir de cet exemple-là pour promouvoir des pêches durables, artisanales, à l'inverse des grandes pêches industrielles. C'est pour le futur un des très grands enjeux pour cette activité. Et pour rejoindre ce que dit M. Schembla, l'océan, c'est donc pas seulement une source de nutrition pour l'humanité, c'est une source d'énormément de bienfaits. Les bienfaits de santé, les bienfaits culturels, l'héritage culturel. Il y a énormément de sociétés humaines à travers le globe qui fondent leurs légendes, leurs mythes, leurs pratiques sur la mer et ses ressources. Donc c'est tout ça qu'il faut connaître, comprendre, préserver. Et puis des bienfaits qu'on appréhende avec un peu plus de connaissances. Par exemple, tout ce qui est la protection des côtes. Les récifs coralliens, les barrières de corail, ont un très grand rôle de protéger les côtes et les sociétés humaines qui y vivent des tsunamis, des grandes tempêtes qui sont de plus en plus fréquentes. Et ce corail est une des victimes du réchauffement de l'eau suite à cette absorption et au réchauffement climatique. Ce qu'on appelle le blanchissement du corail, absolument, c'est cette perte des petites algues symbiotiques qui nourrissent le corail suite à la chaleur. Donc on a des conséquences graves qui sont sur le corail, son récif qui abrite une grande population de poissons qui fournissent de la pêche aux populations sociétés tropicales, et puis des services de protection de ce genre. Et je crois que le Centre scientifique de Monaco, d'ailleurs, travaille sur le blanchiment du corail. Donc, c'est vrai, avec notamment tout ce que vous avez évoqué, la protection contre le tsunami, et puis effectivement, toute l'économie qu'il y a derrière et qu'on avait évoqué tout à l'heure dans la table ronde avec Nathalie Elmy, tout à fait. Et les nouvelles économies du tourisme, du loisir. On parle souvent de tourisme, de masse éducative, mais un tourisme durable, éducatif, est une façon de faire connaître l'océan, faire aimer l'océan à des gens qui n'ont pas la chance d'habiter à côté forcément ou de le connaître. Et connaître et aimer l'océan, le partager ce bien le plus largement possible, c'est une façon de pouvoir le protéger. On ne doit pas être contre le surtourisme, Robert Calcagno ? Bien sûr, et il faut contrôler le surtourisme, il faut contrôler les pollutions, et je vais provoquer un petit peu de débat. Je sais que Richard, on est d'accord sur tout, mais tu as dit qu'il ne fallait pas que parler de chiffres. Tu as bien sûr raison, mais il faut aussi parler de chiffres, parce qu'on protège l'océan. Je reviens encore une fois, on maintient les conditions d'habitabilité de l'océan par conviction. Quelqu'un comme Richard Schembla, quelqu'un comme Madame Dufour ou le vice-maire de Kamakura, ils n'ont pas besoin d'autre chose. Mais par contre, cette conviction d'une classe écologique, si je peux exprimer cette notion, elle a aussi besoin d'être traduite en chiffres pour les entreprises, parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas encore convaincu de ça, et il faut être capable de valoriser en chiffres si on prend trop de ressources, si on amène trop de pollution. Et aujourd'hui, par exemple, l'Institut océanographique travaille dans un groupe international qui est présidé par Dame Amelia Fawcett du Treasurer du Royaume-Uni et Sylvie Goulard, que certains d'entre vous doivent connaître, où on travaille sur la mise en place de High Integrity Biodiversity Credit, donc des crédits de biodiversité qui en fait mesurent effectivement cet impact sur les conditions d'habitabilité pour pouvoir les valoriser, les faire payer aux entreprises ou créer des revenus pour les entreprises. Et progressivement, nous sommes devant l'obligation d'avoir une évolution
extrêmement profond de notre société qui tient compte en tout premier lieu et en toute première priorité de ces questions-là. Mais c'est sûr, mais comme je savais que de toute façon vous allez prendre les chiffres, je vais vous garder le volet le plus agréable au côté de la poésie. Mais il y a une notion qui est aussi importante, c'est que et qui est très complexe, parce qu'on parle quand même de la bonne santé en 2050. La question, elle est là. C'est la question, elle est là, tout à fait. On jette, on torture, on bouscule actuellement notre mer, on jette encore, vraiment, il y a récemment, grâce à l'Europe, il faut le dire, tout à l'heure on l'a parlé, je l'insiste, on a maintenant des normes, on a des taux, des qualités d'eau de baignade qui sont les meilleurs, sur notre Méditerranée, on arrive à ça. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut se poser des questions, il faut que tous les industriels, tous ceux qui polluent la mer bien comprennent, et c'est la phrase de Boris Cyrulnik que j'adore, c'est que le bourreau doit sauver la victime. Il faut que le bourreau comprenne que s'il tue la victime, il va mourir lui aussi. Et donc, tout le problème est là. Et c'est pour ça qu'il est hors chiffre. Il est vraiment en notion maintenant de comprendre qu'on n'a plus le temps d'abîmer cette mer, parce que cette mer, et vous l'avez très très bien dit, elle nous sauve tous les jours, toutes les minutes. On l'a dit, je crois que c'est Poivre d'Avor qui a dit, il y a une respiration sur deux, c'est notre mer. Le fait qu'on soit aujourd'hui dans un climat tempéré, c'est notre mer. On pourrait continuer longtemps. Et ce que la vraie question pour 2050, c'est ça, qui nous amènera à 2050, c'est de redonner, moi je suis désolé Robert, poète, c'est de redonner d'âme, parce que c'est important, d'âme d'enfants et d'âme d'adolescents à tous ces industriels, pour leur expliquer qu'ils ne doivent pas scier la branche sur laquelle ils sont. Et là, le volet, et je rejoins toi, le volet, c'est l'éducation et la sensibilisation des jeunes et des enfants. La meilleure phrase de Coluche, moi je l'adore, parce que je ne me prends jamais au sérieux, pour pas que ça s'achète, pour pas que ça se vende, il ne faut pas que ça s'achète. Sylvie Dufour. Oui, pour parler de tout ce qu'on rejette en mer, on a parlé des plastiques, microplastiques, et heureusement, il y a le traité de Nairobi qui va aller vers ne plus en produire, pour produire le moins possible, mais il y a aussi tous les autres matières organiques, chimiques. L'océan, c'est le déversoir final de toutes nos pollutions agricoles, industrielles, médicales, beaucoup de médicaments. Il y a une toute petite recherche qui s'amorce pour rechercher des médicaments qui pourraient se dégrader suffisamment vite pour ne pas être des polluants longs. Et il y a toutes ces questions-là. On s'en occupe pour la santé humaine avec la notion, si vous la connaissez, de perturbateurs endocriniens maintenant, des molécules qui perturbent notre physiologie, nos fonctions. Or, la vie dans les océans est la cible tout aussi bien de ces molécules-là. Donc, on est en train de perturber aussi toute la physiologie d'organismes marins. Alors ça, c'est comme ce qu'on a discuté ce matin pour l'énergie, pour l'eau. Il faut réduire nos productions de déchets, de polluants, absolument. Je vais juste avoir la notion politique. C'est normal que je l'ai de temps en temps. Il faut le dire que notre mer, et avec la métropole Nice-Côte-d'Azur, on a une grande campagne de suppression des perturbateurs endocriniens. Plus aucun terrain, en tout cas appartenant à la métropole, n'a de pesticides. Première notion. Et on a prochainement tout un congrès complet sur les phtalates et les perturbateurs. C'est un point essentiel. Sachez qu'ils transforment le mode de vie des animaux, les girelles parce que les poissons, moi je vous conseille d'aller rencontrer l'histoire des poissons, amoureuse des poissons, elle est exceptionnelle. Nous à côté, on est vraiment des moines. Et la girelle qui est un coup femelle, un coup mâle, en fait ce perturbant endocrinien va complètement bouleverser la mer. D'où l'importance J'ai toujours dit, moi je préfère me baigner à côté d'un sac plastique que de choses que je ne vois pas. Et ça, c'est important. Et cette notion-là, nous l'avons au sein de la métropole, avec une aire marine protégée, avec une suppression complètement de tout ce qui est chimique. On va peut-être laisser le vice-maire de Kamakura rejoindre son rendez-vous s'il le souhaite. Merci en tout cas de votre participation. ありがとうございました。貴重な機会をいただきましてありがとうございます。どうもありがとうございました。Merci beaucoup pour les messages qui ont été délivrés. Alors, on est tous d'accord sur le constat, vous avez fait le constat. Maintenant, si on doit répondre à la question, peut-on retrouver un océan en bonne santé en 2050 ? C'est quoi les solutions ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour qu'on y arrive peut-être ? Et peut-être d'ailleurs on n'y arrivera pas. Merci de parler des solutions. Il nous reste que peu de temps, c'est dommage, mais il est essentiel qu'on puisse l'avancer. Vous l'avez dit, Richard en a parlé, Madame Dufour et Louis Nègre tout à l'heure indiquait que la métropole travaille à la création d'une aire marine protégée. On attend Richard Chamela là-dessus, il va nous en dire quelques mots, je suis sûre. Est-ce que l'aire marine, c'est une des solutions ?
Il y en a beaucoup. Je ne pense pas qu'on aura le temps de les voir toutes, mais effectivement, pour en choisir une, il faut donner des espaces de respiration à l'océan où, effectivement, cette notion de protection, de préservation, de maintenir les conditions de vie soit la première des règles. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'économie, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de tourisme durable, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de la culture d'algues, qui est très bénéfique en général pour l'océan. Mais voilà, développons les aires marines protégées. Et effectivement, je terminerai par un facteur un petit peu d'espoir, qui est que la communauté internationale prend des bonnes directions. Il y a quelques jours, à New York, le prince Albert II et 80 autres États ont signé le traité dit BBNJ, Beyond National Jurisdiction, la haute mer, qui permet de mettre en place un règlement de la haute mer, et si les PU le veulent, progressivement, de la protéger. Mais avant cela, il y avait eu la réunion de la COP 15 à Kunming et à Montréal, et là-dessus, chance extraordinaire dans un climat géopolitique difficile, tous les pays se sont entendus pour se fixer un objectif de créer 30% d'aires marines protégées à l'horizon 2030. Alors, cet objectif, il est formidable. Il va être difficile à être mené. Vous pouvez compter sur l'Institut océanographique et sur Monaco à être derrière tous les États, toutes les collectivités pour leur dire 30-30. Et finalement, par rapport à votre question sur l'océan, je viendrai sur une petite plaisanterie en disant, quand vous allez chez le docteur, souvent il vous dit, dites 33-33. Alors pour l'océan, que tous vous disent 30-30. 30% d'aires marines protégées à l'horizon 2030. Sylvie Dufour, après, sur les aires marines protégées. Sur les aires marines protégées, sur lequel il faut être vigilant, c'est qu'il y a aires marines protégées et aires marines protégées. Il y a plusieurs degrés de protection et il faut que ça soit des vraies aires marines protégées, ce qui est encore un enjeu politique pas gagné. C'est-à-dire, vous pouvez développer ? Eh bien, il y a des aires marines protégées où on peut quand même pêcher, où on peut tout faire. Et elles s'appellent quand même aires marines protégées. Et il y a aussi le degré de surveillance, de bilan de ces aires. Et même officiellement, il y a des degrés de protection. Donc, ce vers lequel il faut aller, c'est des véritables aires marines protégées. Mais ces aires, quand elles sont bien faites au bon endroit, elles ont des conséquences bénéfiques sur les activités autour. C'est des sources à nouveau de reproduction de poissons qui peuvent être bénéfiques aux pêcheries et aux alentours. Donc l'objectif, c'est pas de contrer toute activité dans la mer, mais de les faire bien au bon endroit. Ce qui pose un problème dans le cadre des changements actuels, parce qu'il en a été parlé tout à l'heure avec les migrations de poissons dues au réchauffement des eaux. Il faut bien réfléchir et bien continuer de réfléchir au positionnement des aires marines protégées, à leur relation entre elles, à leur continuité. Et encore un mot sur les aires marines protégées. Bien sûr. Il y a des objectifs d'aires marines protégées internationales, en particulier dans l'Antarctique, qui est un des écosystèmes à préserver pour l'humanité. Et donc, il y a des débats politiques actuellement là-dessus. Richard Chamelet, et après, j'aurai une autre question pour vous, Sylvie Dufour. Le plus dur dans l'aire marine protégée, c'est pas de la faire, même si je dois donner un coup de chapeau à ma collègue Aurore Asso, qui est en charge de cette aire marine protégée, c'est de maintenir sa qualité et sa surveillance. C'est ça qui coûte le plus cher, en fait, vraiment d'assurer. Et parallèlement à ça, ça ne sert à rien, je pense, de faire une aire marine protégée. J'insiste, vous avez compris, c'est mon cheval de bataille. Si on n'a pas à côté de la sensibilisation et de l'éducation, et bien sûr des plus jeunes qui vont être des ambassadeurs, et donc de l'ensemble d'une population qui explique ce qui est très important, pourquoi on fait ça. Et c'est ce qu'on appelle, et moi j'adore ce côté, je vous engage à aller le chercher, ce mot, l'effet réserve. Dès le moment où on lève la main, on lève la pression d'un morceau d'océan, l'océan va revivre. Alors, quel qu'il soit, je ne connais pas d'endroit où, au moment où on est passé sur l'extrême, dès le moment où on lève la pression, il y a quelques années, bien sûr, vous savez, les meilleurs endroits où on trouve des langoustes, c'est là où il y a eu le Torrey Canyon. On a interdit la pêche, justement, parce qu'on avait du pétrole partout, on l'a bloqué pendant 20 ans, et là, c'est une zone maintenant de biodiversité incroyable. Donc ça nous donne, parce que quelquefois, quand on réfléchit, on n'a pas d'espoir. Ça nous donne de l'espoir. Ça nous donne de l'espoir. Si on est capable, encore j'insiste, de lever la main sur la pression, il faut le comprendre, gigantesque, vraiment
incroyable qu'on est en train de créer sur cette planète. Parce que j'entends toujours sauver la planète. C'est pas sauver la planète elle va se sauver, c'est sauver les hommes, ce qu'a dit Robert, c'est important. Et la qualité de la planète, si demain on s'arrête, quelle espèce, elle va dire tant mieux que cette espèce-là disparaisse. Donc il faut bien comprendre que c'est notre vie, notre survie que nous développons, et donc il faut apprendre maintenant, dans les quelques années, c'est un challenge unique à s'adapter, à vivre avec. Ça aussi, nous, on est arrivés avec nos gros sabots à écraser tout le monde. J'insiste sur le monde animal, parce qu'il n'a pas le même langage que nous. On considère qu'il est inférieur alors qu'on appartient. Moi, je développe ce côté de santé unique. Le monde animal, il est quelque chose d'exceptionnel. Les gens qui n'ont pas de chien, pas de chat, qui ne sont pas... Ils perdent 80% de la conscience de la planète. Donc ça aussi, c'est important de ce respect, d'expliquer un petit peu que ce n'est pas parce que nous, on a développé, et quelquefois certains le font très bien, le langage, il y a des animaux qui ne parlent pas et qui nous protègent aussi. On pourra rentrer, c'est un autre débat. Mais vous voyez que c'est un tout. Aujourd'hui, on l'a dit, les scientifiques, on veut sauver des écosystèmes, plus des espèces. Je retourne sur ma collègue de droite, je pense que c'est ça qui est important. C'est expliquer, encore une fois, vous voyez, vulgarisation, sensibilisation, parce que ça nous sauve, encore une fois, ça nous sauve. Et parce que, je veux dire, ça n'a pas aussi, je répète, qu'une valeur économique. Aujourd'hui, on donne des traitements pour des gens aller se promener en forêt, et ça marche. Le fait de, quand on n'a pas le moral, de faire un tour de... C'est l'approche systémique, hein. L'approche écosystémique, absolument. Et c'est ça qu'il faut garder aussi. On est capable, moi je le dis, c'est pas d'erreur, il ne faut pas regretter. On est allé sur un chemin de la facilité, c'est notre cerveau. Aujourd'hui, je reconnais qu'il faut dire qu'on a tous plus ou moins, dans l'ensemble, je ne veux pas regarder de la misère sociale, loin de moi, mais on a une vie qui est plus agréable au travail parce qu'on a atteint... Et c'est notre cerveau. Notre cerveau, je vous l'ai dit tout à l'heure hors micro, il adore la sérotonine. Donc il faut qu'on se batte contre notre cerveau. Il adore tout ce qui est bon, tout ce qui est bien. Il préfère aller dans le côté bien et descendre ses poubelles et faire le tri, c'est pas bien. Hein. Je vous assure que ça ne fait pas de la sérotonine. Mais il faut qu'on apprenne à le faire. Peut-être juste une question pour Robert Calcagno sur le côté éducatif, sensibilisation, c'est ce que vous faites aussi. Comment est-ce que vous avez vu évoluer la façon de sensibiliser ? On accueille chaque année 80 000 jeunes et on a un programme qui est particulièrement dédié aux jeunes défavorisés. Donc ça, c'est très important. Et aujourd'hui, c'est nos alliés d'aujourd'hui. Moi, de tout ce débat, j'en tire que l'océan, c'est notre passé, celui qui a produit l'oxygène dans notre atmosphère et qui absorbe le CO2. C'est notre futur, mais c'est aujourd'hui un énorme défi. Et ça, les jeunes et les enfants le comprennent très bien. De plus en plus, j'imagine. Une dernière question pour vous. Est-ce qu'il faut que la réglementation soit très très sévère ? Est-ce que c'est plus le bâton que la carotte ? La réglementation anti-pollution, par exemple ? Oui, il faut. Ça, c'est sûr, parce qu'il faut qu'on cesse de déverser de plus en plus de déchets. Et puis aussi, le réchauffement climatique, on revient, il faut des énergies renouvelables, cesser de produire des gaz à effet de serre et réduire avec de la sobriété, parce que tout ça arrive à l'océan. Richard Chemla. On n'en a pas parlé, je veux dire juste un mot pour répondre à votre question d'une façon indirecte. Vous le voyez que c'est un problème en fait qui est international, qui est mondial. L'océan, justement, et je crois beaucoup, et on a de la chance aussi que ça se fasse passer sur Nice, parce que notre maire, Christian Estrosi, est vraiment empreint de ce dossier avec le Congrès des océans 2025. Là, il va falloir, je pense, dire à tous les chefs d'État, on a une chance inouïe. C'est un problème international, et à tous les chefs d'État, encore une fois, que moi je répète, si je suis dans l'équipe aussi, c'est pour ça, c'est pas pour de blabla. Il faut que les décisions puissent prendre, que les réglementations puissent être prises au niveau international. Ça ne sert à rien. Si vous interdisez à un endroit... Le poisson n'a pas de frontières, hein, c'est l'homme. Quand on va dans l'espace, vous voyez bien les photos que nous renvoie, c'est l'homme qui a créé des frontières. Le mérou, il est né au Maroc, il va remonter pour faire ses enfants un peu plus haut, il va traverser l'Espagne, repasser en Italie. Il n'a pas de frontières. Donc, une chance inouïe que le président de la République et que Christian Estrosi ait accepté, donc qu'on puisse avoir ce congrès des océans ici, qu'on puisse sensibiliser et compter sur nous pour sensibiliser, pour ne pas avoir de langue de bois, pour essayer vraiment de dire c'est une décision internationale qui doit être prise sur beaucoup de dossiers, avec l'aide, encore une fois, des scientifiques. Avec l'aide indispensable des scientifiques. Merci à tous les trois, et puis encore merci au vice-maire de Kamakura. Passionnant, mais voilà. Merci encore pour vos pistes d'amélioration.